Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, c'est, on ne sait plus la combien, mais c'est pas grave, hein, n'est-ce pas mon Jean? Avec ce matin, à la technique, notre camarade Piquécou, qui fait un remplacement au long cours de notre camarade Maïté, qui est empêché par une convalescence de nous rejoindre ici. Jean, toujours dans son rôle d'éducateur, de redresseur de neurones, à défaut d'être redresseur de tort, mais ça va ensemble aussi un petit peu. Et puis moi qui bavoche dans le micro comme tous les mardis. Là, je suis à la régie. On a un peu été retardé par des explications du technicien de l'émission suivante, parce qu'il est arrivé ce matin et il y avait des petits problèmes à la régie. Il nous a expliqué tout ça, donc on est un petit peu dans le brouillard. Mais tout de suite, on envoie la première zik, après que Jean nous ait peut-être dit un mot sur ses futures prestations. Écoute, aujourd'hui on va tenter une grande première, Robert. J'espère que tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens, mon Jean. C'est-à-dire que ce n'est plus la minute de militance de Raymond Lascience tout seul, mais la minute de militance de Raymond et Roro. Alors on va faire les choses en alternance et tout, mais effectivement, on va s'écouter une petite zik avant cette grande première. On y va. On y va. Rise and explode my insides and see me fly. Make me fit and grand and let out the love. Guys, speak to me, become my friend from stranger or white. Yeah, we're purple day and get the ganja tonight. Say ganja, ganja. Say ganja. Say ganja, ganja. Say ganja, oh. When the sound system boys, they come in blow the beat. Yeah, they say don't worry, now be happy, coming out the power. Get the whistles and bongos, sing a song. So you do it like the baby, do it today. We can find the drum and put the finest drum drum in the run belly and chuck neck and dum dum with the carry and the zoom zoom. Someone make the run done. Reggae in the digital style with go boom. Say ganja ganja, say ganja, say ganja ganja, say ganja, oh, say ganja ganja, say ganja, say ganja ganja. Come on down to the motel, take the ladies room and ride it in the hotel second. But if I'm about to say come on and then I go with fingers and down them. Show them how to be good. We can go the window when the cuts show up. Oh, wide under the peasant the way Olympic station. Fly the way around and make them go run, run the kid around the ultimate listen up. And we're making ganja, ganja. Say ganja. Say ganja, ganja. Say ganja. Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, un peu violent comme transition, me souffle la technicienne en fonction. C'était donc mon Jean. C'était MC Soumti, Ganja Ganja.
Bien, merci beaucoup pour ce commentaire qui nous précise. À ne pas mettre dans toutes les bronches. Oui, Ganja. c'est tout à fait ça. Donc, on passe ce matin, vous nous pardonnerez, cette espèce de fébrilité qui doit se ressentir dans les chaumières, mais nous passons donc à la minute de militance, de Raymond Lascience, qui s'est adjoint, si on peut le dire, XXL. XXL, c'est un rapport quand même avec la taille du bavocheur que vous entendez en ce moment, qui va vous parler en intro sur l'injonction de Raymond de la Sécu et des sans-papiers. Un rapport commandé par l'aide-soignante Bachelot sur les conséquences d'un forfait payant pour l'accès aux soins des sans-papiers. Alors, tenez-vous bien à la rampe, moins de 634 € par mois, a été planqué par le technicien de surface intérimaire Bertrand, vous savez, son successeur à la mauvaise santé des populations, son successeur à la morgue nationale. On a trouvé que ça collait plus à la réalité d'appeler la santé nationale la morgue nationale, de manière à ce que la loi instaurant cette dîme, car c'en est une, soit votée sans état d'âme par les parlementaires. Dans parlementaire, il y a le mot menteur, aux ordres du médicastre de l'Élysée. Vous savez, le petit nain qui s'agite là, le moulin à vent, comme le qualifie notre camarade Jean. Le petit ventilateur. Le petit ventilateur, oui, pardon. Excusez-moi. C'est plus drôle que le moulin à vent. Aussitôt après, alors un miracle se produit, cette loi qui était en réanimation refait surface, et on peut y lire entre autres commentaires des affaires antisociales pour qualifier le ministère des Affaires sociales, et des entrepôts de Bercy pour qualifier le pompeur de fric du même nom. Alors des infos qui prône plutôt les bienfaits de la gratuité et la nécessité de maintenir le dispositif permettant de prévenir les problèmes de santé publique qui pourraient découler d'un défaut de prise en charge, de ces gens qui gagnent moins de 634 € par mois et qui sont sans papier. Voilà. Alors en vain, puisque ces recommandations étaient escamotées en attendant le vote de la loi. Vous comprenez pourquoi? En escamotant ces infos, les parlementaires peuvent voter sans état d'âme. Élection à venir oblige, parce qu'on pense évidemment à 2012 et la réélection souhaitée du petit ventilateur par ses aficionados. Bon, et tout ça pour flatter le côté cocorico des électeurs peine à jouir de droite, mais pas que cela, il y en a à gauche aussi. Des peines à jouir, qui ne veulent pas entendre creuser dans le poste de soins gratuits aux plus démunis, et surtout si ces derniers sont des étrangers, et surtout, si ces étrangers sont en situation irrégulière. Pensez, il n'y a rien à voir. Merci les gars! On vit dans un bled tellement fraternel qu'on en verdit de honte. Voilà. Et je vais passer de rechef de gare la parole à mon camarade Raymond Lascience, qui vous a brevet de considération sur les petits rigolos qui croient nous gouverner. Eh ben, écoute, j'enchaîne sur Bachelot, puisque tu viens de nous en causer. J'ai quelque chose sur elle, ça tombe bien. Les pouvoirs publics souhaitent éviter que la pagaille du 8 décembre 2010 ne se reproduise. Après la gestion de la crise météo, l'heure est au bilan. Le gouvernement vient de travailler sur 10 propositions visant à améliorer l'information en cas d'événements neigeux. Il s'agit aussi de mieux anticiper les chutes de neige et de mieux coordonner les moyens à l'avenir pour éviter que la pagaille géante qui a paralysé le nord de la France, essentiellement le nord de la France, le 8 décembre dernier, ne se reproduise. Alors, d'après nos sources, le projet le plus intéressant aurait été formulé par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui propose ni plus ni moins que d'importer 50 millions de motoneiges pour aider les Français à mieux résister au prochain épisode neigeux. C'est une blague, bien sûr. Mais enfin bon, problème, il n'y a aucun des membres du premier cercle des généreux donateurs de l'UMP qui ait des relations proches ou même lointaines avec un importateur de ces fameux scooters des neiges. Mais nous comptons sur nos amis québécois, et en particulier sur mon vieux pote Denis, pour nous envoyer sans attendre quelques vieux bombardiers skidoo
des années 60. Ils feront très bien l'affaire. À toi, mon Roro. Eh ben, XXL au micro, ici Radio Londres, à vous la France, la balance et les OGM, un syndicat agricole français. Cherchez l'erreur, moucharde aux Yankees, sur la résistance des Français face à l'invasion des OGM Made in USA via Monsanto & Co. Ce Monsanto, les gens, ils peuvent pas supporter quand on va non. Et que l'ambassadeur Turluron US en France propose que les Amerlocs prennent des mesures de représailles commerciales contre les bouffeurs de grenouilles hexagonaux, c'est-à-dire nous, dénoncés par ce syndicat bidon et néanmoins marron. On vous donnera pas le nom, mais bon, vous pouvez le subodorer, c'est le plus important syndicat agricole français. Les détails sur le balançage corporatiste et le reste sont dans des communications entre le dit ambassadeur Turluron et ce gouvernement bidon et divulgués par Wikileaks. Balle à l'ambassade, attentat, grenade, quelques vieux malades, imbéciles et grabataires se partagent l'univers. À toi, Raymond. Bon, bah écoute, tu viens de parler de Wikileaks, alors je vais faire la liaison. J'ai un truc sur Internet, on fait ce qu'on peut. 5 mois après avoir promis de s'attaquer à la gauchosphère, les jeunes de l'UMP tentent de passer à l'action en lançant un nouveau site Internet baptisé, écoutez bien, l'Observatoire des mensonges de la gauche. Avec pour abréviation délibérée OMG, comme Oh my God. Les jeunes populaires veulent s'attaquer aux mensonges de l'opposition sur des thématiques phares, enfin c'est comme ça eux qu'ils les considèrent, parmi lesquels l'emploi, la sécurité ou les retraites. L'idée est notamment de rétablir la vérité face à des articles mensongers que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme Le Poste ou Rue 89 par exemple, ont expliqué ceux qui participent au projet. Le problème c'est que quelques jours auparavant, TheSolferryShow.fr, un autre site conçu par un collectif proche d'Éric Besson, avait été lancé pour s'attaquer aux contradictions de la gauche, avec à la clé un flop, mais alors retentissant. Mieux encore, le site participatif Les Créateurs de Possibles, qui a coûté 1 an d'efforts et 500 000 € à l'UMP, fait un véritable four avec très peu d'articles rédigés et encore moins de commentaires postés. Alors suggérons, ça c'est Arakai qui s'engage, suggérons aux jeunes pop de laisser carrément tomber Internet, bien trop fort pour eux, et de lancer plutôt un nouveau 3615 code votez pour nous demain ça ira mieux par exemple, et surtout de fermer très symboliquement les créateurs de possibles qui prouvent que le champ des possibles se réduit maintenant à l'étroitesse de leurs esprits étriqués. Bien, toi, mon Raymond. Et alors, pour rester à la campagne, le bio est ce qu'il en reste. Encore un exploit des sénateurs UMP à propos de l'aide à l'agriculture bio et de la reconversion des terres polluées par l'agriculture conventionnelle, mes frères et mes sœurs. Ils divisent des subventions en deux. C'est leur dernier truc, ça. Ils pensaient qu'il y en avait trop pour l'agriculture bio, alors que l'aide au bio est déjà 12 fois moins importante que celle attribuée à la filière des agrocarburants. Vous savez, ces trucs qui piquent des terres cultivables pour produire du soi-disant vroom vroom vert pour tous les 4x4 franchouillards. Fermer le banc et même l'arrière-banc. Et fermer un arrière-banc, croyez-moi, c'est du rail. Vieux con de sénateur grabataire, sénile, égoïste et irresponsable. Balle au Sénat, attentat, grenade, quelques vieux malades, imbéciles et tortionnaires se partagent l'univers. Et bravo Borloo! Bon, vous savez, cet ancien maniaque qui était en charge de l'environnement, c'est ça, oui, quel environnement? Ton héritage ne pesait déjà pas lourd, mais là, il est carrément clamsé, mon pote. Et ce n'est pas la potiche bon chic bon genre de Morizet, vous savez, la rousse à talons mous. Il est pas mal d'ailleurs, mais enfin, qui n'a rien à voir avec tu vois comme tu es. Oui, qui n'a rien à voir avec la Julie, vous savez, Julie Larousse. La chanson est Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier, qui va se palucher sur le blot. Voilà mon Raymond. Et c'est sans une goutte de chenin ce matin. Oui. Bon. T'as plus besoin de chenin pour tenir la route. Écoute, les sénateurs UMP, je n'ai besoin que d'une glissade pour nous ramener à Karachi.
Le parquet de Paris se prononce contre l'éventualité d'une enquête. En effet, les avocats des familles des victimes de Karachi avaient souhaité, devant la Cour d'appel de Paris, une enquête sur d'éventuels faits de corruption en marge, attention, en marge de la vente de sous-marins au Pakistan en 94, au nom de la recherche de la vérité et en dépit de l'opposition du parquet. Alors le juge Renaud Van Ruymbeck a décidé, lui, d'enquêter sur d'éventuelles rétrocommissions et sur des faits de corruption à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de familles de victimes de l'attentat du 8 mai 2002. Le parquet a fait appel de cette décision, donc du juge Van Ruymbeck, estimant que les familles n'étaient pas habilitées à demander de telles investigations et que les faits de corruption étaient prescrits. N'est-il pas merveilleux ce joli mot de prescription ? On peut s'en servir pour des tas de choses. Ainsi, c'est exactement le même mot qu'on utilise aussi bien dans l'affaire de l'attentat de Karachi que dans l'affaire du Mediator. Vous avez remarqué, les faits de corruption pourtant avérés qui touchent des membres éminents de l'UMP sont prescrits dans l'affaire Karachi, comme sont prescrits les élixirs pourris du bon docteur Servier dans l'affaire du Mediator. C'est pas beau ça, la langue française, c'est quand même quelque chose. À toi, mon Roro. Eh ben oui, XXL, toujours au compteur, l'appareil qui vous transmet nos délires. On est toujours dans le manque de prescription à propos des compteurs flics pompe Afrique. Vous avez bien entendu, compteurs flics pompe Afrique, Linky de RDF, ERDF qui est derrière ce plan que l'ex-EDF, qui vont permettre de liquider quelques milliers d'agents, de grossir les comptes en banque des géants de l'informatique déjà bien pourvus, comme ceux de Toshiba, IBM, Siemens, ABB, Sagecom, et par effet d'engraisser le chômage, quelques milliers d'agents qui vont dégager puisque on aura des compteurs tout à fait autonomes. Et le Thierry Breton, PDG d'Atos Origine, pour le remplacement. Alors lui aussi il va s'en gaver un max. Thierry Breton, ça vous rappelle rien? Non? Bon, consultez les archives de ces gens qui ont par ailleurs perturbé un petit peu nos comptes en banque quand ils étaient à Bercy. Pour le remplacement, 35 millions de compteurs. Oui, 35 millions de compteurs, bien entendu. Quant au contribuable, la vache à lait de tout ce beau monde, ça va lui coûter, outre le flicage via le relevé de sa consommation en continu, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'il fait marcher sa machine à laver, quand est-ce qu'il a plus d'électricité, quand est-ce qu'il en a moins, pour quelle raison. Bref, tout un truc vraiment qui peut être interprété, un suivi en continu et de la vie des citoyens. Ça va lui coûter en plus 1 euro par mois pendant 20 ans. Vous me direz 1 euro par mois, qu'est-ce que c'est? Oui, mais pendant 20 ans et pour 35 millions de compteurs, ça fait quand même de la thune. Bon, voilà, on est toujours aussi bon pour la traite, et pour commencer, on n'arrête pas le progrès pour appauvrir et fliquer les uns, engraisser et soustraire les autres à toutes les formes de contrôle de leur prédation. Il n'y a pas de prescription, mon Raymond. Eh ben, à propos de grossir les comptes, je glisse à la Tunisie, en fuite, il paraît qu'ils auraient emmené 1,5 tonne d'or, dans leur fuite. En tout cas, l'ex-président tunisien Ben Ali s'est finalement réfugié en Arabie Saoudite, non sans avoir vainement tenté d'être accueilli à Paris, après un silence assourdissant qui avait accompagné. Je rappelle que ça a duré 3 semaines quand même, on l'oublie, depuis que ce jeune diplômé s'est immolé. Il est pas mort tout de suite, mais les événements se sont déclenchés immédiatement, après un silence donc assourdissant qui avait accompagné la quasi-totalité des événements de Tunisie. Le Quai d'Orsay avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas froisser l'immense communauté tunisienne hexagonale. Le gouvernement cherche maintenant à rattraper le temps perdu, en exprimant, on a toujours la droite française, la bourgeoisie d'ailleurs en général, a toujours aimé voler au secours de la victoire. Ça fait partie, je dirais, de ses gènes. Donc ils cherchent maintenant à rattraper le temps perdu en exprimant un soutien déterminé, selon leurs propres termes, au peuple tunisien. Moi, ce que je vais vous dire, ce que j'admire le plus, et depuis toujours, chez les soi-disant élites françaises, c'est ce côté résistant de la dernière heure, qu'on nous envie tant à l'étranger, en Grande-Bretagne et aux États-Unis en particulier. Et puis, pour finir, plutôt que de vous faire un commentaire sur l'élection de Marine Bas-Dufront à la tête du FN... Ah, c'est pas mal.
Marine Badufront, Miss Badufront, à la tête du FN, je préférerais vous rappeler Nietzsche par le biais d'une citation aussi redoutable que méconnue. Essayez pas de la trouver sur Internet. Une flaque d'eau peut paraître profonde dans l'obscurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine avec le retour des aventures de Raymond et Roro. Merci mon Raymond. En tout cas, on l'espère. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, ça ne change pas. Donc, nos camarades Jean prend sa casquette de hussard noir de la République, vous appelle pour vous instruire, pour vous enrichir la tête, vos têtes de bois, avec un texte sur Vivre sans vendre de Raymond de Moulin. Je vous laisse en si bonne, merveilleuse et
enrichissante compagnie de notre Jean national. Et puis on vient d'écouter l'ami Bertrand Belin, c'était Hyper Nuit. Alors Raymond de Moulin, elle est, je pense, inconnue de la plupart d'entre nous. Elle est née en 1924, elle est toujours vivante, cette gentille dame. Vivre sans vente, oui, c'est un texte qui date de 1968. Alors en fait, elle a dirigé jusqu'en 1992 le Centre de sociologie du travail et des arts, qu'elle avait fondé en 1983. Je crois qu'au début, ça ne s'appelait que le Centre de sociologie des arts. Et aujourd'hui, c'est devenu le Centre de sociologie du travail et des arts, et ça existe toujours. Pour elle, le marché de l'art contemporain ne fonctionne plus en fait comme une juxtaposition de marchés nationaux, communiquant plus ou moins bien entre eux, mais comme un marché mondial. Chaque espace artistique national est inséré dans un système qu'on va dire global, d'échanges culturels et économiques. L'évolution des marchés est en étroite relation avec la mondialisation et pas seulement avec l'européanisation de la scène artistique. Les expositions consacrées à l'art contemporain mondial, c'est-à-dire intégrant la production artistique de toutes les cultures, expositions à visée à la fois bien sûr esthétique et anthropologique, on peut dire ça aussi, sont de plus en plus fréquentes. Ceux qui suivent un peu l'actualité de l'art l'auront remarqué, mais dans cette perspective, la circulation des modèles occidentaux est la probable négation d'une diversité pourtant revendiquée. 20 ans avant la Révolution de mai, on pouvait lire, sous la plume d'un économiste libéral, les propos suivants. Toute société capitaliste fonctionne régulièrement grâce à des secteurs sociaux qui ne sont ni imprégnés ni animés de l'esprit de gain et de la recherche du plus grand gain. Lorsque le haut fonctionnaire, le magistrat, l'artiste, le savant sont dominés par cet esprit, la société croule et toute forme d'économie est menacée. L'existence de l'œuvre d'art en tant que marchandise, le rôle prédominant assumé par le marché dans l'organisation de la vie artistique, l'assujettissement des artistes aux contraintes inhérentes à la logique de l'économie ne pouvait pas ne pas être contesté de façon infiniment plus radicale par les révolutionnaires de mai 68. Les contempteurs de la société capitaliste, de la société de consommation, auraient-ils pu manquer cette pertinente occasion de souligner l'empiètement des monopoles financiers sur l'activité créatrice et de dénoncer l'hypocrisie d'une idéologie qui sacralise l'art, glorifie les artistes et représente la relation de l'amateur à l'œuvre d'art comme un amour pur et désintéressé, dissimulant ainsi les combinaisons mercantiles dont les œuvres d'art font l'objet. La haute dignité reconnue à l'art par notre société constitue l'endroit d'un système dont l'envers est la commercialisation de l'art. On le savait déjà. La résignation l'emportait néanmoins chez beaucoup sur la révolte, et aussi la constatation pessimiste qu'il n'existe pas d'exemple d'une organisation excluant toute forme de contrainte et assurant à l'artiste créateur la liberté dans la sécurité. Les révolutionnaires de l'école des beaux-arts et des différents comités artistiques ont mis systématiquement en question ce qui, sans aller de soi, était communément admis, le statut économique de l'œuvre d'art, le système du marché, la condition ambiguë de l'artiste, à la fois créateur d'un objet esthétique et producteur d'une marchandise à vendre. Le commerce de l'art et la spéculation sur l'œuvre faite ont existé dans toutes les sociétés où la création artistique et la clientèle de l'art se sont individualisées, où l'art ne répondant plus, comme dans les sociétés primitives, à un besoin du groupe dans son ensemble, est devenu la propriété, le moyen de jouissance, voire l'expression ou l'instrument de puissance d'une minorité. L'influence exercée par le négoce de l'art sur la condition de l'artiste varie cependant selon le système d'organisation de la vie artistique, lequel ne saurait, pour être compris, être dissocié du tout social qui le rend possible. C'est au XIXe siècle et en France que le marché de la peinture a pris le relais du système académique pour assurer la diffusion de l'art,
la reconnaissance des œuvres et les moyens d'existence de l'artiste. Voilà. Alors ça date de 1968, comme je l'ai dit, juste quelques mois seulement, à peine après les événements. Je trouve que c'est formidable, cette Raymond de Moulin. Il y a évidemment il y a pas beaucoup d'ouvrages d'elle qui sont disponibles. Enfin, le marché de l'art, en tout cas, est publié en poche chez Flammarion pour environ 8 €. Donc Raymond de Moulin, je le rappelle. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Le téléphone, c'est 01 48 05 34 08 et le site internet après les W, librairie-publico.com. Qui va tout à fait à l'encontre de ce que racontait notre... voilà, je me suis complètement gouré, vous n'avez rien entendu de tout ce que j'ai raconté, c'est pas grave. On passe à la musique tout de suite. Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, cet organe fantastique. Merci, chère Sarah, de ces choix musicaux que Jean nous transmet. On a dû lui arracher avec un 3e degré ce matin ses sources. Là, on sait qu'on te doit, Sarah, et encore un merci infiniment
d'enrichir nos blablas avec ces musiques vraiment qui nous font planer. Bien, Jean va tout de suite passer au vif de son propos par une histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de peintre du consumérisme. Voilà, je suis déjà à moitié asphyxié. Jam Rosenquist. Voilà, merci Jean. Cette zik qui nous a donc été envoyée par Sarah, c'est, alors là, excusez l'accent, Gruppo Socavon y Otros. Ah non, mais j'adore quand tu... La Memoria de Justinio. Non, mais bon, moi, j'ai pas du tout fait d'espagnol, mais enfin, j'ai bien fait un peu d'anglais, c'est à peu près le même niveau. Oui, à peu près, oui. Bien. Puis vous nous excuserez, toutes les petites imperfections techniques. Robert est en train de s'initier à l'art de la régie, et ça ne va pas sans difficulté. Mais enfin, vous voyez, il y arrive quand même. Enfin, j'y arrive. J'ai interdit, vu que j'ai pas du tout l'intention de m'y mettre, j'ai interdiction absolue de me moquer de lui. Bien. Voilà. Et puis, puisqu'on est un petit peu sur l'art contre la marchandise, ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'un peintre que je pourrais qualifier de peintre du consumérisme. C'est James Rosenquist, qui est né en 1933. Il est toujours vivant et actif. Fernand Léger, je vais dire, avait rêvé de la venue d'un peintre de la vie moderne. James Rosenquist l'a fait. Après des études à la School of Art de l'université du Minnesota, où il est né, il s'installe à New York en 1956 et travaille pour gagner sa vie comme peintre de panneaux publicitaires, ce qui n'a rien d'étonnant quand on connaît son travail ultérieur. Il s'en est toujours fortement inspiré. C'est seulement en fait à partir de 1960 qu'il pourra s'adonner exclusivement à ses travaux personnels avec Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou encore Oldenburg. Rosenquist est l'un des maîtres du pop art américain qui doit tout à la société de consommation. La grande percée du pop art a eu lieu en 1962 à New York et reflétait moins un esprit satirique de la part de ses inventeurs qu'une réaction contre, je vais dire, l'esthétisme, la préciosité de l'expressionnisme abstrait qui prévalait jusque-là. Ce qui frappe l'expressionnisme abstrait, ce Pollock, toute cette génération, la génération précédente en fait, qui était à ce moment-là, dans les années 60, bien installée. Ce qui frappe tout d'abord dans l'œuvre de Rosenquist, c'est sa monumentalité. Son plus grand tableau, à ce jour, mesure un peu plus de 26 mètres de long et sur 3 mètres de haut, mais moins encore que les autres artistes pop. Rosenquist n'a rien d'un théoricien. C'est un peintre, je vais dire, engagé dans son temps, qui en ressent les inflexions profondes, les mouvements essentiels, la véritable, surtout, signification. Son œuvre appartient entièrement à notre époque. De l'aliment surgelé à la fusée interplanétaire, toutes les informations sont égales dans l'exercice de la vie quotidienne. Elles tiennent d'ailleurs une place à peu près équivalente en termes de taille dans ces tableaux. Rosenquist reconstitue une image complète de l'environnement collectif. Il n'est pas concerné, par exemple, par un quelconque symbolisme. Les fragments juxtaposés et démesurés qu'il nous propose n'entretiennent aucune relation particulière entre eux. Ils visent seulement, par leur juxtaposition, à agir sur les spectateurs. Voilà. Alors parce qu'il a eu souvent recours, même presque constamment, à un rendu qu'on peut qualifier de photographique, Rosenquist a été accusé fréquemment d'être un peintre parfaitement académique. Cependant, à bien y regarder, peu d'artistes ont autant que lui rénové et détruit le vieil antagonisme entre la nature et l'art, l'artiste et la réalité. Pour lui, il s'agit de s'éloigner le plus possible de la nature tout en rendant visible sa propre perception des objets. Ainsi, dans Action capillaire, une de ses toiles les plus connues, il brosse un paysage mais avec une pelouse en plastique au premier plan. Dans Action capillaire numéro 2, il plante un arbre véritable devant un panneau peint, mais inverse les couleurs en peignant le fond d'un vert vif et l'arbre en gris. De même, en agrandissant démesurément les objets usuels, il nous oblige à les voir hors de leur contexte. L'œil s'adapte
et contourne tout ce qui ne l'intéresse pas directement. C'est en ceci qu'apparaît l'originalité de Rosenquist par rapport aux autres artistes pop qui ont tendance à isoler un objet unique afin de le rendre perceptible. Rosenquist part lui du principe opposé, il ne tient pas à montrer directement un objet, mais à en donner une vision en quelque sorte abstraite. En perturbant la vision du spectateur, Rosenquist l'oblige constamment à faire un choix. Dans toute son œuvre, il y a toujours au moins 2, sinon plusieurs, niveaux de pensée créatrice. C'est cette richesse et la subtilité de ces structures d'invention formelle, de transformation et d'allusion poétique qui situent Rosenquist au point le plus avancé de la peinture contemporaine. Voilà. Un tableau de Rosenquist, peut-être Action capillaire ou Action capillaire 2, enfin sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Voilà, Robert. Merci mon Jean. Eh bien, nous allons donc passer maintenant à une nouvelle pause musicale en envoyant le CD de
Aracaille, Aracayou, c'est Radio Libertaire, oui, on est là, la radio sans Dieu, sans maître, sans pub, avec à la régie toujours Piquet-Cou qui me coach, mais c'est terrible si vous saviez ce que je souffre, hein, avec Jean qui est toujours notre hussard noir de la République, missionné pour votre instruction artistique, qui va tout de suite plancher sur l'histoire du camarade Blaise Cendrars. Oh, Blaise Cendrars, si vous saviez, ça a bouleversé ma jeunesse, mon adolescence, et il semblerait qu'il revienne à la surface avec par le livre d'un camarade que nous avons invité ici, dont je laisse Jean vous causer dans le poste, après qu'il nous ait dit de quelle musique Sarah nous a abreuvé. Non, là c'est un truc que j'ai dégoté moi, bon. Et donc toutes nos excuses à Dubmatic pour lui avoir coupé la chic, c'était Cold World. Et puis oui, une histoire de plumitif bourlingueur, hein, Blaise Cendrars, donc c'est 1887-1961. Alors si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est que le 21 janvier 2011 sera célébré le 50e anniversaire de la mort de Blaise Cendrars, premier commentateur de la modernité, hein, qui partageait avec les plasticiens une même vision simultanéiste d'un temps en pleine mutation. Alors je ne saurais trop vous conseiller le fabuleux opus de notre ami Patrice Delbourg, hein, l'Odyssée Cendrars, dont ces derniers mots étaient d'ailleurs tirés, qui est paru aux éditions Écriture, et que vous pouvez trouver ou commander à la librairie Publico. Métro, Robert. Boulot dodo. Boulot dodo. Voilà, métro, boulot dodo, fille du calvaire. À Oberkampf et République. Voilà. C'était juste pour vérifier que vous écoutiez, j'avais un doute. Oui, non, mais c'est mon potard qui était pas relevé. C'est la photo potard. Voilà, donc je rappelle l'Odyssée Cendrars, hein, paru aux éditions Écriture, et que vous pouvez trouver ou commander à la librairie Publico. Il nous viendra, j'espère que d'ailleurs Patrice, qu'on a déjà reçu il y a quelques mois ici, reviendra nous parler de ce bouquin, peut-être aussi d'ailleurs d'un opus qu'il a commis pour les éditions Mecte sur Péloal. On vous a parlé la semaine dernière de Bouillet, qui habitait un atelier 2 étages au-dessus de Robert. Eh ben, Patrice, si tu nous entends, figure-toi que Péloal, lui, habite toujours l'étage juste au-dessus. Voilà, les grands esprits. C'est bien vrai, mon Jean, se rencontrent. Mais on en recausera, on l'espère. Alors, né Frédéric Louis Sauzère un 1er septembre à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, d'une mère rêveuse et terrée, et d'un père inventeur et fantaisiste qui ne tient pas en place, Frédéric se souvient de son premier anniversaire. J'ai vu le diable dans mon berceau, sous forme d'une boule électrique qui jetait des flammes et des étincelles crépitantes, et je hurlais de frayeur. Maman était venue présenter son dernier-né à son propre père au vieil hôtel de la Balance. On festoyait dans la salle du bas, on valsait, on me laissait hurler dans ma chambre. Je m'en souviens bien, je hurlais. Le diable avait fini par disparaître, mais je continuais à hurler. Quelqu'un entr'ouvrit la porte dans le noir et m'envoya une énorme baffe pour me faire taire. Je tombais à la renverse dans mon oreiller et je ne sais plus, en tout cas, je me suis tu. Alors c'est à 14 ans hein, que Raymond dit Blaise... Frédéric Louis Sauzère dit Blaise Cendrars commence à bourlinguer. Hein. Un précepteur anglais fait avec lui du camping en Sicile et lui apprend à picoler, hein, malheureusement. À Munich, il rencontre le marchand Rogovine qui lui donne un revolver pour traverser la Sibérie. Ça devait être quelque chose. Hein. De ces aventures un peu épiques naît le grand poème « La prose du transsibérien ». Ensuite, il est envoyé par son père chez un correspondant à Saint-Pétersbourg où il va assister à maints épisodes de la Révolution. Quelle chance, hein. Enfin bon. À 20 ans, il est en France, hante les milieux littéraires et se lie avec Gustave Le Rouge, auteur du fameux, mystérieux docteur Cornelius. L'année suivante, il reprend sa vie errante à travers Bruxelles, Londres, puis Pékin carrément, où il est soutier à l'hôtel des Wagons-Lits et alimente la chaudière avec de vieux numéros du Mercure de France qu'il dévore avant de les brûler.
Il est chasseur de baleines, élève des abeilles, invente le sel de Cresson et a des amours avec la fille d'un scaphandrier qui l'initie à la plongée. Il est jongleur dans un cirque anglais, où il devient l'ami de Charlie Chaplin, commence des études de médecine pour épater son père, puis court les routes à nouveau avec les gitans dans une roulotte. Mais surtout, il invente la poésie moderne. Dès les premiers jours de la Grande Guerre, il s'engage dans la Légion étrangère. Il y perd le bras droit et l'ambition, surtout, de devenir musicien. La littérature y gagne la main coupée. C'est toujours ça. Amputé au-dessus du coude et retourné à la vie civile, l'ancien soldat pratique tous les sports violents, apprend à sténographier et à taper à la machine. Après la guerre, il voyage à nouveau, fait le prospecteur. C'est l'époque du cinéma auquel Sandrard se donne avec passion, amenant au 7e art des collaborateurs aussi prestigieux qu'Arthur Honegger. Il annonce alors « Une race d'hommes nouveaux va paraître. Leur langage sera le cinéma. » Ces poèmes vont laisser la place à une prose très poétique où l'on trouve romans, biographies, reportages, nouvelles, où se mêlent l'exotisme, la mer, la forêt vierge, le réel et le rêve, l'étrange et la violence. Il y avait en lui un mélange unique de rat de bibliothèque et d'aventurier. Il semblait avoir tout vu, tout lu. Il prétendait qu'avant d'écrire un livre, il faisait la liste des mots qu'il comptait employer. Mieux que cette légende, c'en est forcément une, il reste de Blaise Cendrars une œuvre en poésie et en prose qui procède de cette alchimie de l'esprit qui constitue l'exacte dimension de l'homme. Voilà, un lien peut-être vers le livre de notre ami Patrice Delbourg ou vers un portrait de Blaise Cendrars sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. À toi, Robert. Merci, mon Jean. Eh bien, écoute, je vous recommande à la suite de mon camarade d'acquérir toute la bibliographie de Blaise Cendrars et ce bouquin de notre camarade qui est venu ici et qui reviendra, j'espère, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui écrit magnifiquement, qui est en plus un personnage très humain, contrairement à d'autres écrivains. Je ne citerai pas de nom, mais bon, qui se prennent un peu trop pour des gens importants. Lui, pas du tout. C'est ce qui explique son manque de succès littéraire, probablement. Il n'est pas assez arrogant, alors qu'il a écrit. Mais vraiment, je sais plus combien de bouquins. Enfin, je suis allé voir ça sur le net. Il y en a une certaine quantité. Une certaine quantité. Mais il écrit toujours sur les autres. Il écrit jamais sur lui. Peut-être qu'il devrait un jour. Oui, il faut que tu changes ça, Patrice. Ouais, tu vois, que tu écrives un roman bien à toi, quitte à écrire sur toi d'ailleurs. Mais voilà, si tu écris sur toi aussi brillamment que tu écris sur les autres, probablement que tu pourras avoir beaucoup plus de succès, me semble-t-il. Bon. Eh bien, on va se gaver une petite pause musicale grâce à l'intervention, c'est-à-dire même à l'intercession de notre chère Sarah, tout de suite sur Aracaille, sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans être, sans pub.
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans messe, sans publicité. On va continuer à Racaille, on va continuer avec notre camarade Jean, toujours missionné à l'instruction publique, surtout artistique, avec un troisième artiste qui s'appelle Giulio Villani, qui expose... Ah non, là, c'est pour les expos, pardon. Je suis désolé. Non, là, je suis vraiment perturbé ce matin. C'est Piquet-Cou, là, qui j'ai une pression insoutenable. Non, c'est François Rouen, né en 1943. Pour une fois, je vous donne une date de naissance. Et qui a une œuvre expérimentale assez intéressante dont Jean va vous parler tout de suite. Ouais, et puis c'était Paramore, Misery Business. C'est bien comme ça, non? J'adore Jean. Ah ouais, non, mais là, j'ai décidé maintenant de la faire vraiment Maurice Chevalier. Ah oui, bah là, de toute façon, j'ai pas les moyens de faire autre chose. Donc, non, c'est pas Maurice Chevalier, c'est Jean. C'est tout à fait. Jean encore Chevalier. Mieux que Maurice Chevalier. Jean Chevalier, de Ménilmuche tous les deux. Ouais, c'est vrai. Oui, pour en finir avec cette émission consacrée donc à l'art, disons en quelque sorte contre la marchandise, je vais en finir avec un peintre de l'exigence aussi, hein. François Rouen, qui est toujours bien vivant, hein. Comme tu l'as dit, il est né en 1943 à Montpellier. Il est toujours bien vivant et très actif. Et alors, il s'est jamais préoccupé de vendre, hein, plutôt c'est un besogneux en fait de la peinture dans le bon sens du terme, et il s'est jamais préoccupé trop des lois du marché, hein. Après des études à l'école des Beaux-Arts de sa ville natale, Montpellier, donc il vient à Paris et travaille dans l'atelier de Roger Chastel, pour ceux qui ont connu, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, aux Beaux-Arts également, hein, mais de Paris. Il expose sa première œuvre importante à la 4e Biennale de Paris en 1965, une toile de 8 mètres par 4, entièrement constituée de papier collé et gouaché. Alors à partir de cette expérience, il entreprend en fait de réaliser des œuvres de papier tressé, puis de tissu tressé, hein, technique qu'il développera en y apportant, on peut dire, les plus grands raffinements. Il s'engage aussi dans la mouvance support-surface, hein, et sa radicalité lui vaudra d'être distingué par Jacques Lacan, hein. Pensionnaire de la villa Médicis de 1971 à 1974, Rouen y rencontre activement Balthus, hein, pour ceux qui connaissent, tout en poursuivant son travail expérimental d'une manière très concrète, hein, et avec une extrême exigence intellectuelle, on va dire, un peu comme si il avait l'éternité devant lui, hein. Alors François Rouen conçoit la surface peinte non comme une entité homogène, mais comme un champ sémantique, on va dire, constitué d'une multitude de lettres qui s'assemblent pour donner des mots, hein, puis de mots qui se réunissent pour constituer des phrases. L'artiste commence par peindre 2 toiles qu'il découpe ensuite en bandes. Celles-ci, une fois soigneusement assorties, hein, c'est un travail assez long, sont tressées pour reconstituer une toile définitive. Ainsi se développe une dialectique interne qui n'est pas seulement, on va dire, distraction pour l'œil, quelle que soit d'ailleurs esthétiquement la réussite, hein, mais aussi un sujet de réflexion. Paradoxalement, alors que le résultat de ce travail prend l'apparence et la beauté, hein, parfois c'est vraiment frappant, de tentures qu'on va dire nées des mains de peuplades primitives, hein, il s'agit d'une démarche au contraire extrêmement sophistiquée, au cours de laquelle l'artiste intervient à de nombreuses reprises en procédant à des retouches manuelles aussi anonyme que possible. Bon, alors cette démarche, il faut le préciser, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, s'insère dans un grand courant de l'art contemporain, hein, qui s'est développé un peu partout dans le monde et particulièrement en France à partir de 1969, hein, avec le mouvement support-surface, comme je l'ai dit, hein, mais nous y reviendrons dans une autre émission. Support-surface, ça a été en fait très très court. Il y a une salle entière qui leur est consacrée, enfin même un espace entier qui leur est consacré à Beaubourg. J'ai oublié l'étage, mais enfin bon, mais ça n'a duré en fait que 3 ans, hein, 3-4 ans, disons, de 1969 à 1972, où la scission a été effective, hein, entre les membres fondateurs. Voilà. En tout cas, le travail actuel très prolifique, on va dire, hein, de François Rouen, toujours
très prolifique. C'est, comme je le dis, un besogneux dans le bon sens du terme de la peinture, hein, le porte vers des matériaux de plus en plus volatiles, notamment par le traitement photographique de l'empreinte prolongée par des réinscriptions vidéographiques, hein, qui lui donnent l'occasion de retourner au tableau selon un espace repensé en variation, parcouru de vitesse et de fusions inédites. L'estampille et la coquille, au sens pour ainsi dire typographique, hein. Il développe un entrelac complexe et comme labyrinthique. Les couleurs entrent en écho selon une espèce de brassage qui fait penser aux ailes du papillon, hein, dans leur relation, presque photogénique ou mimétique au milieu. Voilà. Alors, une toile de François Rouen sur le blog de l'émission, http://aracaille.blogspot.com. À toi, Robert. Mais oui, mon Jean, j'y suis, parce que bon, j'étais toujours il y a une charmeuse de serpent, là, à côté de moi, je vais vous dire. Mais alors, elle avance, cette révolution, ou pas? C'est ça que je voudrais savoir, moi. Ah non, arrête. Est-ce qu'elle va partir du bocal de la rue de la Roquette, ou pas? Elle partira probablement du bocal de la rue de la Roquette quand j'aurai réussi à faire comprendre à notre régisseuse que bon, les choses ne sont pas prédestinées à se faire comme ça sur une injonction, mais qu'elles sont là en latence et qu'elles vont peut-être exploser ce soir, demain, on ne sait pas. Bien. Donc, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et avant de poursuivre avec notre camarade Jean et ses expos, je vais donc vous faire les petites annonces habituelles concernant cette radio, tout d'abord, puisqu'on y est. On l'utilise pour vous parler tous les mardis matins. Une radio qui doit faire fonctionner une régie dans laquelle je suis en ce moment. Et vous verriez, il y a plein de petits boutons qui s'allument partout. Il y a un ordinateur super performant. Une technicienne, je n'en cause pas plus parce que bon, ça deviendrait un peu prégnant. Et voilà. Et tout ça, ça coûte de la thune, comme je vous le rappelle tous les mardis, sans faire la quête ni la manche. Et là, je m'adresse à une de nos auditrices occasionnelles qui avait l'air d'insinuer qu'on était des tapeurs professionnels. Non, on a besoin de thunes, tout simplement, pour entretenir ce matos qui vous permet de nous écouter. Alors, si vous voulez plus nous entendre, vous zappez le commentaire, mais si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez l'écouter et peut-être passer à l'action. L'action, c'est quoi? C'est 20 thunes que vous pourriez avoir en échange d'une carte d'auditeur de Radio Libertaire, et tout ça, ça se négocie à la librairie Publico avec un des deux permanents de cette librairie, soit Max, soit Laurent, qui encaisseront vos thunes et qui, en contrepartie, vous donneront une petite carte de Radio Libertaire, une carte d'auditeur. Voilà. C'est fait pour Radio Libertaire. Maintenant, on a notre chère librairie Publico, dont Jean vous cause dans le poste aussi tous les mardis, à propos des bouquins dont il extrait des commentaires pour vous instruire. Et cette librairie Publico, elle est toujours au 143 rue Amelot à Paris dans le 11e, métro Bercanfi du Calvaire République. Elle est ouverte tous les après-midi et le samedi toute la journée, mais pas trop tôt le matin, à partir de 10h. Le matin pour le samedi jusqu'à 19h et dans la semaine de 14h, 14h30 jusqu'à 19h, 19h30. Voilà. Vous êtes accueillis donc toujours par ces deux charmants permanents, bibliothèque vivante, des espèces de marabouts anarchistes, vous voyez, qui peuvent vous aider à choisir vos bouquins, en tout cas, qui peuvent encaisser vos thunes quand vous en achetez, bouquins, aussi des affiches, et aussi des CD, et aussi des t-shirts, et aussi des flyers que vous pouvez coller sur toutes les murs de vos quartiers, les portes, les voitures, etc. Qu'est-ce que je voulais dire comme autre bêtise? Non, je crois que j'ai fait le tour pour la Librairie Publico, hormis qu'elle a un site et qu'elle a un téléphone, dont Jean vous rappelle le numéro de téléphone et aussi le site, je crois, sur lequel vous pouvez commander vos bouquins si vous avez la flemme de vous déplacer. Mais c'est un mauvais plan de pas vous déplacer, puisque il faut respirer l'air de ce haut lieu
de la pensée anarchiste. Et pas que, vous avez aussi évidemment à Publico des bouquins de littérature générale, des BD, des livres d'enfants, poète, tagada. Bon, troisième œuvre anarchiste, troisième œuvre de la FA, le magazine Le Monde Libertaire, s'il te plaît, Piquicou, ne t'endors pas, le magazine de la Fédération anarchiste Le Monde Libertaire, que vous pourrez dire bien en kiosque, dans quelques kiosques d'élite de la capitale, et si votre kiosque n'en possède pas, vous pouvez suggérer aux kiosquiers, qui sont en général des gens tout à fait réceptifs à ce genre de demande, lui demander donc de se munir, de s'approvisionner du Monde Libertaire de manière à ce que vous n'ayez pas à courir à l'aventure dans Paris pour trouver votre magazine préféré. Ce magazine que vous pouvez trouver aussi à la librairie Publico. Bon, dans les kiosques, vous pouvez faire de la reprise individuelle, mais pas à la librairie Publico. Là, vous l'achetez en thunes sonnantes et trébuchantes. Un magazine où vous pouvez trouver des infos tout à fait actuelles, comme ce qui se passe, par exemple, en ce moment en Tunisie. Enfin, c'est les infos de fond, c'est pas de l'info sur ce qui se passe à l'heure, comme les journaux qui paraissent tous les matins. C'est un magazine qui paraît que une fois par semaine, le mardi, je crois, mais je suis toujours, non, je sais plus. Je suis désolé, mais il paraît, enfin, en tout cas, une fois par semaine. Et vous pouvez donc trouver des infos sur l'actualité, des infos aussi sur le passé, des infos sur l'avenir, si on peut dire, avec des cartoons assez percutants, qui illustrent les articles et qui aident à mieux les comprendre, je crois, en tout cas, et qui vous réveillent, si vous avez tendance à vous endormir sur les textes. Voilà. Alors donc, je résume, Radio Libertaire, on a besoin de 20 €. En contrepartie, vous avez une carte. La librairie Publico pour acheter vos bouquins, vos CD, vos t-shirts, vos affiches, vos flyers, et pouvoir papoter éventuellement avec les permanents de service. Et le journal, le magazine de la FA, Le Monde Libertaire, que vous trouverez dans les kiosques ou à la librairie Publico. Voilà, j'ai terminé. Donc, on peut maintenant repasser la parole à notre camarade Jean, qui va vous parler des expos en cours. Oui, Rulio Villani, c'est au musée Zetkin, 100 bis rue d'Assas, qui nous a laissé de bons souvenirs à tous, j'imagine. La rue d'Assas, c'est dans le 6e arrondissement de Paris jusqu'au 30 janvier 2011. Dépêchez-vous d'y aller. Hein. C'est pour ce digne héritier de l'Oulipo, Rulio Villani. Donc, les mots comme les objets sont faits pour qu'on en joue. Navette est aussi le nom de l'outil conduisant le fil dans le métier à tisser. De ces va-et-vient naît la trame. Il nous la montre à l'œuvre. Un fil conducteur perce ici et là, liant les pièces de l'exposition. Des épaisses cordes, des bilboquets, à la ficelle qui retient la maison de domicile fixe. Bilboquet, domicile fixe sont deux de ses œuvres. Du fil de fer, colonne vertébrale de la Vénus anthropophage, autre de ses œuvres, au délicat fil de la broderie autoportrait avec Équateur, c'est la ligne de pensée de l'artiste qu'il nous est donné de suivre. Et puis, autre expo à ne pas manquer, celle-là au moins je pense que Robert ne la manquera pas, c'est Engagement dans l'exil, une famille de républicains espagnols. Musée Jean Moulin, 23 allées de la 2e DB, excusez-nous pour l'adresse, ça la gâche un peu, ça c'est dans le 75 015 jusqu'au 26 06 2011, là vous avez quand même le temps. Une famille d'artistes retrace à travers sculpture et peinture le parcours de ses parents et grands-parents durant la tragique retirada des républicains espagnols, la retraite des républicains, ou comment la mémoire familiale s'est transformée en acte créateur. Et quand je dis acte créateur, c'est acte créateur au pluriel, vous verrez ça. Voilà, avec les expos pour cette semaine. Merci mon Jean, je passe tout de suite la parole à Robert pour qu'il vous qu'il vous mette dans la tête quelques réflexions de notre camarade Véronique Chambaud, qui a écrit un guide juridique et fiscal de l'artiste aux éditions Duno. Vous savez, c'est ce texte qui me fait tant rire, mais que je me dois de vous commenter, enfin en tout cas de vous lire, pour ceux qui peuvent en tirer un profit, qui ne sont certainement pas les artistes, je veux dire les artistes
Oui, non, bon, passons. Mais plus pour les gens qui sont dans les arts appliqués, le graphisme, le design, etc., etc. On avait parlé donc mettre sa création en valeur pour les artistes. Vous vous en souvenez probablement. Si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez trouver tout ça sur le blog de l'émission. Donc et là je vais reprendre ou je vais continuer à faire défiler devant vous cette espèce d'humour assez comment dirais-je non, je ne le dirai pas. Pénible. Non, non, Jean, non, surtout pas, Jean. Là, on va se faire vraiment remonter les bretelles par qui tu sais. Non, pour accompagner donc votre CA, vous savez, votre CA, c'est votre curriculum Arte. Enfin, ça s'écrit ARTE, moi je dis Arte parce que Arte, ça ferait un peu germanique. Enfin, si vous commencez professionnellement, que votre carrière est dépouillée, vos apparitions publiques clairsemées, positivez, transformez votre handicap en avantage. C'est-à-dire vous sortez de votre chaise roulante et vous courez. Et prévoyez un petit texte d'explication ou faites réaliser une critique sur votre création, votre démarche artistique, ce que vous recherchez, comment vous travaillez. Cela fait de l'effet et donne une bonne impression. Alors là, quel effet ça peut faire et donner quelle impression? Bon, la dame elle dit que c'est une bonne impression. Ça, c'est à voir. Ça, c'est sur le terrain qu'on voit ce que ça peut donner. Pour accompagner votre CA, donc votre curriculum Arte, vous devez aussi réaliser un book de vos œuvres. Eh bien, le book de vos œuvres. Pour le présenter, si vous démarchez des galeries, des organisateurs d'expositions ou de réunions. Voilà, ou de réunions, ça me semble un peu curieux, mais bon. Et pour conserver une trace de votre création, mais il n'y a pas besoin d'un book pour conserver une trace de sa création. Enfin, il y a des ateliers qui sont bourrés de créations, qui sont pas vendus. Alors, je vois pas l'intérêt de les photographier pour les présenter, pour pas plus les vendre d'ailleurs, parce que allez démarcher des galeries avec votre book, et vous venez nous en causer dans le poste. On sera ravis de vous recevoir pour que vous puissiez nous parler de vos démarches auprès des galeries. Vous créez par essence des œuvres originales et uniques. C'est la raison pour laquelle vous devez en garder mémoire. Pour cela, il est essentiel que vous pensiez à photographier toutes les pièces qui sortent de votre atelier. En 2 ou 3 exemplaires, mais madame, elles ne sortent jamais de nos ateliers. Parce que certaines photos peuvent être manquées. Ça, oui, à chaque fois que je fais des photos, personnellement, elles sont très manquées. Les négatifs s'abîmer. Maintenant, il n'y a plus de négatifs, mam. C'est des choses numériques. Les photos s'égarer ou les fichiers s'écraser. Le bruit du fichier qui s'écrase le soir au fond des bois. Quant à la technique employée entre hecta, diapo ou photopapier, c'est vous qui voyez. Et avec le numérique, elle en parle quand même. Tout cela est un peu dépassé. La plupart du temps, vous transmettez un fichier, mais une bonne photopapier est toujours préférable à une mauvaise photo diapo. L'important est que vous ayez un bon document à exploiter. Le book de vos œuvres va vous servir pour présenter votre production. Là, on sera la golden, mais aussi pour éditer un catalogue, publier une monographie, authentifier votre création et éventuellement pour combattre les copies ou le plagiat. C'est gaulien tout ça. Alors, vous devez l'actualiser régulièrement. C'est important. Vous y trouverez même de l'agrément à suivre l'évolution de votre inspiration. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je crois que là, je veux pas abuser de vos sens fatigués. Pour la prochaine fois, on parlera de fidéliser ses amateurs. Vous voyez, fidéliser... Non, c'est pas une question de coucherie, hein, pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un divan moelleux pour finaliser vos amateurs. C'est une question de travail, quoi, de leur montrer pour les finaliser. Ah non, pas les finaliser, les fidéliser, pardon. C'est comme ça que vous allez cerner votre public, vous voyez. Vous allez le cerner et le fidéliser. Fidéliser ses amateurs, j'aime bien le terme. Ça peut prêter. On peut quand même préciser que Robert a beaucoup couché pour réussir. Hein. Oui, et j'en ai le fondement un peu fatigué, je dois dire. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Nous espérons tous, mon Jean, mon Raymond La Science,
notre Piquécou et moi-même, on espère... Ah non, notre Piquécou ne sera pas là. Elle me laisse la semaine prochaine toute seule dans le bocal, face à Jean et à une invitée. Et oui, il y aura une invitée, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout Ouais. que c'est une invitée un peu nerveuse, normalement, mais on va essayer de la calmer. Et quel est le nom de l'émission qui suit celle qui est la nôtre, mon Jean? Ah, j'ai pas encore pris de décision, Robert. Non, écoute, a dit, parce que... Non, mais l'émission qui va suivre, là, tout de Ah, suite. pardon, excuse-moi, Vrexismès. Vrexismes, qui Voilà. fait de la musique... comment tu m'as On dit va dire des musiques radicales. Des Allez, musiques radicales. Disons Voilà. ça comme ça. Voilà. On oublie Voilà. toujours de parler de l'émission qui suit la nôtre. C'est assez égoïste, assez mal poli. Donc, on a décidé à l'unanimité des membres de cette émission de remédier à cette carence. Donc, Jean, aujourd'hui, vous a dit, l'émission qui suit, c'est Jean. J'adore quand tu le dis. Vrexismès. Des musiques radicales. Laurent. Ta-ta-ta. Salut Laurent. Salut tout le monde. Salut à tous. C'est un bâtiment bleu, adossé à la colline, on y va en fourgon.